Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Karl Lasquet, journaliste à Mediapart, et Raymond Avrier, militant dans l'association Anticorps, ancien adjoint écologiste au maire de Grenoble entre 1995 et 2001. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. L'exercice du pouvoir s'entoure souvent de secrets, certains disent d'opacité. Mais peut-il se conjuguer avec une transparence totale? Les promoteurs du droit de savoir estiment qu'il est la seule arme pour réellement prévenir les risques de corruption, véritable cancer de la vie publique. Mais les journalistes d'investigation, les lanceurs d'alerte, sont-ils toujours impartiaux? Loin de tout militantisme, l'exigence de transparence n'est-elle pas parfois corrompue par des arrière-pensées orientées? On en parle avec nos deux invités. Karl Lasquet, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez travaillé à Libération, vous travaillez maintenant à Mediapart et vous avez co-signé un livre avec Fabrice Arfi avec les compliments du guide chez Fayard. On va largement en parler, c'est le bilan de 6 ans d'enquête sur les liens entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, autour notamment du financement de la campagne présidentielle de 2007. Raymond Avrier, militant de l'association Anticorps, écologiste, ancien adjoint à Michel Destot à la mairie, connu pour avoir provoqué la chute du prédécesseur de Michel Destot, Alain Carignon, en dévoilant l'affaire de corruption Dauphiné News qui lui avait valu d'être condamné. Vous avez aussi enquêté sur les sondages de l'Élysée sous la présidence Sarkozy et plus récemment sur les nouveaux contrats de concession autoroutière par Emmanuel Macron. On verra que enquêter sur ces dossiers-là demande beaucoup de temps et de patience. Karl Lasquet, vous êtes à Grenoble pour une conférence, une rencontre, ce vendredi soir à l'invitation du club alpin Mediapart. Et vous venez parler donc de ce fameux livre avec les compliments du guide. Alors, le guide, c'était l'un des surnoms du colonel Kadhafi, l'ancien président libyen. Et ce livre, il décortique en 400 pages ce que vous appelez l'une des plus graves affaires d'État de la Ve République. Oui, je pense que c'est une affaire en majuscule, entre guillemets, dans la mesure où... je ne pense pas même que peut-être dans l'histoire contemporaine, il y ait d'exemples, comment dirais-je, d'un État ou d'un chef d'État qui accuse au fond un autre d'être corrompu et d'être au cœur d'un lien de compromission aussi important que celui qu'on a vu entre Kadhafi et Sarkozy. Vous parlez d'un système complet de compromission. Nous, on a découvert cette affaire dans le cadre après en fait les menaces proférées par Kadhafi, parce qu'il faut s'en souvenir que cette affaire en fait n'apparaît au grand jour qu'au moment du début du conflit en Libye. Il faut se souvenir que c'est le printemps arabe. Donc en 2011. Donc il y a des révolutions dans tous les pays, et il y en a une en Libye. Les Libyens se soulèvent à leur tour. Et là, effectivement, le président français va être aux avant-postes de l'offensive occidentale pour lui dire, bon, maintenant, monsieur Kadhafi, il faut partir. Et donc ça a été surprenant. Déjà, ça a été surprenant parce que pour les Libyens, et aussi pour les Français, parce qu'on sait on se souvient dans quelles conditions Mouammar Kadhafi est venu à Paris, qu'il a été accueilli vraiment comme un ami par Nicolas Sarkozy, par le gouvernement, on se souvient de l'attente à l'hôtel de Marigny, etc. Il y a plein d'images comme ça de l'amitié entre les deux hommes qui ont été affirmées. Et de voir que le président Sarkozy est le premier et le plus déterminé à lancer l'offensive occidentale, y compris en occultant des faits, puisqu'on pourra en parler ou pas, mais on verra, mais le déclenchement de la guerre aussi est critiquable sur certains points de vue. Et donc c'est la première surprise. Et la deuxième, c'est effectivement la prise de parole de Kadhafi, de son fils et des dirigeants pour dire, mais attendez, attention, on a financé sa campagne, il ne peut pas nous faire ça. En gros, c'est un peu, il va dire, mais attendez, on a payé, on a payé pour être protégé, pour être amis, on peut pas nous faire ça. Donc ça c'est le déclenchement, disons, l'apparition en fait du soupçon. On ne va pas dire que c'est plus que le soupçon à ce moment-là, mais c'est quand même un chef d'État qui en accuse un autre. Et ça, je crois qu'on ne l'a jamais vu. Nous, on n'était pas encore sur notre enquête. On a en fait démarré l'enquête quelques mois plus tard avec des documents qui sont ceux d'un intermédiaire qui était au cœur de la relation franco-libyenne.
Mais d'ores et déjà, je dirais en mars 2011, il y a cette alerte et puis ce renversement complet de l'histoire franco-libyenne. Alors, dans cette affaire, on précise quand même que Nicolas Sarkozy est désormais mis en examen. Pour autant, on rappelle que dans cette affaire, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'indices, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves, il n'y a que des faisceaux très concordants. Alors, il y a des documents. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a démarré l'enquête, nous, on n'était pas avec Fabrice Arfi, des spécialistes de la Libye du tout. Nous, on démarre l'enquête avec une clé USB avec des documents. Et dans les documents d'un intermédiaire. Voilà, c'est un intermédiaire qui s'appelle Ziad Takedine. Et alors, il est dans plein d'affaires d'armes, de vente. Il est intervenu. Il a un curriculum vitae déjà bien fourni. Il est intervenu en Arabie Saoudite pour vendre des frégates, au Pakistan pour vendre des sous-marins. Donc, il est au cœur, au fond, quand même d'un courant politique en France, il a entretenu des relations avec plusieurs ministres. Il a été vraiment au cœur des négociations franco-saoudiennes dans ce qui est convenu d'appeler politiquement la baladurie. C'est-à-dire que il a rencontré Balladur, il a traduit des conversations, etc. Et c'est vrai que cette petite clé USB qu'on obtient contient beaucoup de documents, des centaines de documents, plus d'un millier de documents, qui sont des notes, qui sont un peu son journal de bord en réalité. Donc nous, évidemment, on dévore toutes ces informations. Comment vous les avez eues, ces informations? Cette clé USB, elle est arrivée à vous comment? Alors bon, ça, on ne donnera pas les sources. Non, mais on l'a déposée chez vous, vous êtes allé la chercher? Non, ça ressort, disons, assez classiquement. Quand on est sur une enquête, là, on travaillait effectivement sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, qui est en fait l'affaire de la campagne Balladur, entre guillemets. Donc, quand on travaille pendant plusieurs années sur des sujets, je dirais que les parties prenantes s'adressent à vous, ou les parties prenantes vont vous dire, regardez, c'est intéressant, etc. C'est quelque chose d'un peu naturel et finalement pas très mystérieux. En tout cas, dedans, il y a des comptes bancaires, il y a des virements bancaires, il y a des cadeaux faits aux uns, des cadeaux faits aux autres, il y a plein de choses très, très, très intéressantes. Et il y a la Libye. Et là, nous, on découvre, on dit... D'ailleurs, on va faire un article peu de temps après qu'on va appeler le grand soupçon libyen parce que, en fait, cet intermédiaire, c'est lui qui a organisé secrètement la première visite de Nicolas Sarkozy en Libye. Voilà, et cette affaire, elle tourne autour de valises d'argent qui auraient transité entre la Libye et Paris pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà tout j'allais dire le scénario, parce que finalement, on est dans un livre là qui ressemble vraiment à un scénario de cinéma. On a envie de dire, c'est à peine croyable. Tout à fait, parce que donc on emboîte en fait des indices. C'est vrai 2011 à aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans. On a continué, on a exploité cette documentation. Dans cette documentation, il y a des éléments déjà factuels qui sont extrêmement intéressants par rapport à la Libye, notamment des demandes libyennes, parce qu'en fait, ce qui va se nouer au fond dans cette affaire, c'est une vaste compromission, ou en tout cas un pacte entre un courant politique français et le pouvoir libyen. Et dans un pacte, il y a deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un dictateur, en l'occurrence Mouammar Kadhafi, qui a besoin d'une reconnaissance internationale, qui veut se réinstaller, qui est sulfureux puisqu'il a quand même... il a été mis en cause pour des attentats. Il essaye de rentrer ces années-là à nouveau, je dirais, dans le circuit international. C'est du donnant-donnant. Et d'ailleurs, il demande un service à l'époque aux proches de Nicolas Sarkozy, un service pour son beau-frère. Voilà. Donc c'est ce que j'allais dire. Dans la balance, il y a la situation de Abdallah Senussi, donc qui est son beau-frère, qui est le chef par ailleurs des services secrets militaires, qui est un homme tout-puissant et qui a été condamné dans l'affaire de l'attentat du DC-10 du TA en 89. Il a été condamné en 99. Et depuis cette condamnation, et même dans les années 90, le pouvoir libyen va tenter de sauver, entre guillemets, leurs soldats Senussi, le beau-frère. Et ils n'y parviennent pas. Senussi est condamné à perpétuité. Et donc, ça va être une des exigences libyennes dans toutes les rencontres bilatérales dans les années 2000, de dire, faites quelque chose pour essayer de lever cette... Et
Et effectivement, ça apparaît dans les documents de notre intermédiaire, ça apparaît dans les discussions bilatérales au moment de l'arrivée de Sarkozy. Et d'après les informations qui sont celles de l'enquête, non seulement la nôtre, mais aussi de l'enquête judiciaire, c'est ce qui est au cœur du deal, du premier deal pour le financement de la campagne. Alors on va remonter justement à ces premières époques. En tout cas, dans ce livre, vous détaillez ces liens troubles entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Mouammar Kadhafi, qui a d'ailleurs lui-même dit à plusieurs reprises qu'il avait aidé Nicolas Sarkozy à prendre le pouvoir en donnant de l'argent. C'est aussi d'ailleurs le cas de son fils, Saïf al-Islam, qui lui aussi l'a répété. Alors on était en 2011, effectivement, mais enfin, ils l'ont dit et répété. Écoutez, c'était sur Euronews. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Qu'il nous rende notre argent. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Voilà, ça c'est le fils Kadhafi. Alors on est à la fin de l'histoire, après ce que vous appelez dans le livre la lune de miel. On va revenir au tout début, au premier contact. Ça remonte en gros à 2005. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur. Il va en visite en Libye et là il rencontre en tête-à-tête le leader, le guide. Oui. Alors, c'est intéressant, c'est que déjà, c'est la France, et donc c'est Nicolas Sarkozy qui a demandé le tête-à-tête. Donc ça apparaît dans les documents, diplomatiques. Bon, un tête-à-tête, c'est banal, il y en a toujours, mais celui-là revêt une importance toute particulière, puisque Kadhafi va dire « il est venu me voir et il m'a demandé de l'aide ». Et quand il est venu, c'est le 6 octobre 2005, il est ministre de l'Intérieur. Donc il y a ce mystère du tête-à-ête. Parce que c'est vraiment un tête-à-tête, ce qui est assez rare dans les sommets internationaux. Ils se retrouvent tous les deux. Il y a simplement un interprète qui est là, mais c'est tout. Voilà. Alors les interprètes vont être... l'interprète française va être questionnée par les enquêteurs. Elle va refuser de donner la substance, même la substance de l'entretien. Elle va dire qu'elle est tenue par le secret professionnel. Elle est entendue quand même 2 fois. Et ça tiraille un peu avec les policiers puis les juges. Mais bon... Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle a refusé de dire ce qui s'était passé. Et on a pu nous recueillir, d'ailleurs assez récemment, le témoignage de l'autre interprète, l'interprète libyen, Mofta Moussouri, qui lui dit, il y a eu un tête-à-tête, on a laissé les 2 hommes face à face, mais je peux vous dire ce qui s'est dit, puisque l'entretien était enregistré. Alors là, il a révélé que... tous les entretiens importants du colonel Kadhafi étaient enregistrés. Alors, il y avait un petit enregistreur dans un boîtier à lunettes qui était posé sur la table et c'était enregistré. Donc l'interprète dit avoir décrypté ce premier entretien. Alors, il n'est pas question d'une demande d'argent directe. Ce que dit l'interprète, c'est que, effectivement, Nicolas Sarkozy a annoncé sa candidature et que Mouammar Kadhafi lui a annoncé qu'il allait la soutenir. C'est resté. C'est dans la nuance. Dans la nuance et dans la déclaration, d'intention. Après quoi, il y a, selon les différents témoins, un processus qui s'enclenche dès la visite et des rendez-vous qui ont lieu. Il semble aussi que durant cette conversation, on parle déjà du sort du beau-frère Abdallah Senoussi. C'est le détail qui est donné par l'interprète. Donc, c'est vraiment un point central et un moment clé. Et après, les choses se mettent en place dans l'entourage de ces 2 hommes, avec, et on les décrit, il y en a des nombreux, des intermédiaires qui sont plus sulfureux les uns que les autres, et notamment ce fameux Ziad Takedine, qui est le porteur de valise, qui lui témoigne très largement aujourd'hui encore. Tout à fait. Alors lui, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous on enquêtait sur lui parce que ça faisait 15 ans qu'il faisait des opérations de cette nature. Il a été arrêté plusieurs fois avec des valises, une fois à Genève, partant de Genève en 95, encore plus récemment, c'était en 2011 en revenant de Libye dans un avion avec 1,5 million d'euros dans sa valise. Donc c'est un professionnel à la fois, des commissions aux occultes et du transport
d'argent et de l'offshoreisation, on peut dire, de la corruption. Donc effectivement, lui, il est au milieu, il a organisé l'entretien, il a les demandes des uns des autres, on lui dit il faudra faire attention à Senoussi, il est en contact direct avec Senoussi, et il explique qu'il voit Senoussi le soir même, le soir de la rencontre, le soir du tête-à-tête, qui dit il y a une demande, on veut répondre, on veut soutenir monsieur Sarkozy, mais quel est le montant ? Donc Taqi-Eddine dit qu'il va se retourner, il va faire un aller-retour à Paris pour demander à Claude Guéant un montant. Et donc le montant donné par Claude Guéant sera de 20 millions d'euros, qui est au fond le montant complet d'une campagne. Voilà, c'est ça. Et après ça, il y aura d'autres montants qui seront donnés, qui apparaîtront, comme donc Abdallah Senoussi, lui, sera entendu. Donc là, on est en 2012, il sera entendu par la Cour pénale internationale. Il va évoquer spontanément, questionner sur les soutiens politiques, mais il va évoquer spontanément la question de l'aide à la France, au président français. Et il va dire 5 millions d'euros. Au final, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop combien de valises. Au final, il y a visiblement plusieurs circuits. C'est-à-dire qu'on comprend à travers les différents témoignages, puisque Abdallah Senoussi a été réentendu, la France a obtenu l'entraide judiciaire du nouveau pouvoir libyen, et elle a obtenu donc qu'on interroge les dignitaires actuellement écroués, donc Abdallah Senoussi qui est écroué, puis l'ancien Premier ministre Mahmoudi Bagdadi, et puis d'autres dignitaires. Et tous font des récits convergents de l'aide et de la décision. Tous font des récits parfois même assez précis de qui déclenche, qui va chercher l'argent liquide, comment s'opère le virement, etc. Il y a des éléments qui se recoupent, mais effectivement avec des montants différents. Donc on a cette sensation, cette impression qu'il y a eu des flux parallèles et que différents dignitaires ont contribué à la campagne. Et donc ce Taqi-Eddine est un porteur de valises. Alors vous le décrivez dans le livre, je vais lire ce passage. La dernière remise de valises a eu lieu le 27 janvier 2007. C'est à cette occasion que j'ai vu Nicolas Sarkozy directement. J'ai été conduit de la grille de Beauvau, à l'époque Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, place Beauvau, jusqu'à son appartement. Monsieur Guéant n'était pas là et l'intermédiaire précise qu'il a transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services, parce que la version officielle, c'était que cet argent était destiné au ministère de l'Intérieur pour le financement de formation aux agents libyens. Oui, alors voilà, c'est la version qu'a donnée Taqi-Eddine de sa propre intervention. Donc, et il le dit, il le répète. Il arrivait avec des valises pleines d'argent et il allait directement au ministère. Là, c'est encore quelque chose d'assez inédit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'auto-incrimine. Il dit voilà comment j'ai fait, voilà comment ça s'est passé et sur les ordres de qui j'ai opéré. Donc, et il raconte avoir opéré sous les ordres d'Abdallah Senoussi, qui était, comme on le dit, dans l'attente, lui, d'un geste français en sa faveur, puisque on lui avait promis, semble-t-il, de lever le mandat d'arrêt international qui courait contre lui, condamné à perpétuité en France, donc de lever le mandat d'arrêt, voire même de sortir complètement gracié de cette affaire, ce qui était rigoureusement impossible judiciairement parlant, mais enfin, ils s'y sont employés. Il y a des rendez-vous qui ont été des rendez-vous juridiques qui ont eu lieu pour examiner cette situation. Ça a été le cas, il y a eu notamment Thierry Herzog, l'avocat et le très proche de Nicolas Sarkozy, qui s'y est employé. On a là encore des documents sur cette gestion du dossier Senoussi. Alors, ces valises transitent, et puis Nicolas Sarkozy, en 2007, est élu président de la République. Commence alors ce que vous appelez la lune de miel avec Tripoli. On se souvient de l'accueil, vous en parlier, de Mouammar Kadhafi à Paris. Cécilia Sarkozy va sur place en Libye pour sauver les infirmières bulgares. D'ailleurs, vous dites, on a un peu romancé l'histoire, Oui, c'est ça. Maintenant, tous les témoins convergent pour dire que, l'opération était déjà préparée.
L'interprète de Kadhafi, qui était présent également, a dit non mais elle n'a voulu parler à personne, Cécilia Sarkozy, tellement elle était, je dirais, là pour vraiment pour la forme et pour la photo. Maintenant, bon, il faut admettre que la photo existe et que ça a été finalement l'occasion d'ouvrir, entre guillemets, publiquement une page. Enfin, c'est presque de la communication politique, c'est-à-dire qu'on dit, bon, voilà, il n'y a plus d'obstacle à notre amitié puisque vous avez fait le geste que nous attendons. Et même s'il y a... Alors, il se dit aussi qu'il y a plein de soubassements financiers sur cette affaire. Bon, ils sont loin d'être éclaircis, puisqu'il y a une commission d'enquête qui a évoqué l'intervention du Qatar, etc. Mais tout ça reste pour l'instant complètement obscur. En tout cas, ce qui est moins obscur, c'est ce qui se passe 3 jours plus tard, c'est-à-dire la venue de Nicolas Sarkozy en personne en juillet 2007 et la conclusion d'un certain nombre de contrats. Alors, vente de missiles MDBA, offre du nucléaire quand même à la dictature, ce qui est quand même pas mal. Mais on parle de plusieurs milliards. Convention, voilà. C'est une convention qui est signée. Voilà, enfin, on ouvre vraiment une perspective de collaboration qui est assez incroyable. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que, après, par rapport à l'ampleur, de ce que ça implique finalement pour un État démocratique de collaborer avec un État comme celui de la Libye, l'exemple, c'est la vente du matériel de surveillance du net libyen. Parce que alors là, on a quand même la technologie française qui est offerte par contrat, d'ailleurs, avec le même intermédiaire, au service de sécurité dirigé par Abdallah Senussi, qui va permettre de siphonner tout le trafic d'Internet libyen et qui va permettre, par ailleurs, à Mouammar Kadhafi de repérer l'opposition et justement au moment du printemps arabe, de procéder à des arrestations massives grâce au matériel français. Alors précisément, il y a donc cette lune de miel qui dure plusieurs années, quasiment toute la durée du mandat de Nicolas Sarkozy. Et puis, vous nous l'avez expliqué, en 2011, c'est le printemps arabe, la révolte populaire des peuples dans plusieurs pays du Maghreb et d'Afrique du Nord. Nicolas Sarkozy reçoit d'ailleurs à l'Élysée les opposants à Kadhafi. Et là, c'est finalement le début de la fin de la lune de miel. Le leader libyen évoque Sarkozy en parlant de lui comme d'un mendiant et menace de tout dévoiler. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une situation, au fond, d'attente. Il y a des négociations parallèles qui sont conduites. Il y a des intermédiaires qui vont de part et d'autre pour essayer de trouver une sortie. L'enjeu, c'est quand même une guerre. C'est pas n'importe quoi. Donc, tous les messagers qui sont envoyés à Sarkozy repartent bredouille, où ils sont arrêtés à la frontière, fouillés, etc. Donc on sent qu'il y a une détermination absolue de Nicolas Sarkozy d'en finir. Il y a une vraie rupture. Il y a la décision réellement d'en finir. Et d'ailleurs, en gros, il dit, voilà, vous êtes aux responsables du CNT, vous êtes les remplaçants. Il y a une reconnaissance diplomatique immédiate. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va entraîner après, effectivement, une intervention militaire quand même extrêmement lourde. Kadhafi est furieux. Il dit mon cher Sarkozy a un désordre mental. C'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir. Nous lui avons donné le financement nécessaire pour qu'il puisse gagner l'élection. Et dès lors, vous laissez entendre que Nicolas Sarkozy doit faire taire Kadhafi. Voilà, alors il ne faut pas oublier qu'il y a les printemps arabes aussi. Donc il y a une situation qui est complexe. Mais c'est vrai que ce qu'on constate et ce que les Britanniques, par exemple, ont constaté, c'est que l'intervention militaire est précipitée. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont donnés, qui sont également critiqués par les Britanniques sur des menaces sur les populations civiles, sur éventuellement des bombardements qui n'ont pas eu lieu. Des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas basées sur des éléments réels. L'intervention elle-même est évidemment critiquée et critiquable, y compris le champ de l'intervention, puisqu'on sait que il y a l'interdiction
il y a l'interdiction du survol et l'interdiction de la circulation aérienne, mais en réalité, les bombardements, l'opération occidentale va au-delà du mandat de l'ONU, c'est tout à fait clair. Donc ça c'est sûr qu'on a un scénario, disons, d'une violence, je dirais, de l'État français, d'une réponse de l'État français à travers Sarkozy qui n'est pas explicable, en tout cas. Et Mouammar Kadhafi est finalement localisé. Il échappe d'ailleurs de peu à un bombardement à Sirte. Il est capturé, il est lynché à mort. Vous relatez d'ailleurs dans le livre des témoignages selon lesquels la France a joué un rôle direct dans la mort de Kadhafi sur place. Voilà, alors c'est ce que dit, là, il y a le témoignage d'un ancien chef des services spéciaux libyens, mais un rebelle, qui affirme que des responsables, des militaires français, ont exécuté Kadhafi. Donc ça, c'est vrai que ça ressort de l'exécution sommaire, la dernière balle, entre guillemets, pour Kadhafi, ressort des vidéos dont nous, on a bien examiné tout ça. C'est vrai que il est lynché, mais pas à mort en réalité. Il est lynché par la foule. Il est encore vivant quand il est emporté par des rebelles. Il est posé sur une camionnette. Il est vivant et il réapparaît à travers les vidéos suivantes, mort et avec des impacts de balles à la poitrine. Donc on peut en tout cas valider la thèse de l'exécution. Et pour l'instant, l'exécution par la France n'est pas confirmée. Évidemment. Alors, la réponse de Nicolas Sarkozy à tout ça. Alors évidemment, l'ancien président nie catégoriquement. Cette affaire est basée sur les déclarations d'un pouvoir aux abois, un chantage à l'époque des dirigeants libyens. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Les dirigeants libyens qui étaient prêts à tout pour éviter la guerre. Écoutez, l'ancien président, c'était sur TF1 en mars dernier, juste après sa mise en examen. J'ai conduit la coalition internationale contre le régime de Kadhafi qui avait promis de faire couler des rivières de sang à Benghazi. L'intervention a commencé en mars 2011. Elle a duré 8 mois. M. Kadhafi est mort en octobre 2011. Il avait donc 7 mois pour mettre sur la table, lui qui enregistrait tout, les documents, les photos, les transferts, les sociétés, s'il y avait eu 1 centime de financement. Comment se fait-il qu'il n'a rien fait? Mieux, son fils, le sinistre Saïf Kadhafi, déclare le 16 mars 2011 « Sarkozy doit rendre l'argent qu'on lui a donné ». Et il dit « Nous avons les photos, les enregistrements, les virements, les comptes ». C'était le 16 mars 2011, nous sommes en mars 2018. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Karl, est-ce que c'est assez convaincant ce que dit Nicolas Sarkozy? Si ces preuves existaient, s'il y avait des preuves, Kadhafi aurait eu le temps de les sortir. Alors, c'est vrai que, d'après les témoins, l'entourage on a quand même eu des contacts avec des personnes qui étaient dans l'entourage ou qui ont opéré justement cette phase de négociation. Semble-t-il, Kadhafi n'a pas cru que Sarkozy irait jusqu'au bout. C'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'il disait... et puis, par ailleurs, il se vivait comme un ami de la France. Chirac, il avait reçu Chirac et il était venu voir Chirac dans les années 70, etc. Il n'y croyait pas. Il n'est pas... À un moment donné, il y a quand même des personnes qui ont été missionnées pour sortir des documents. Certains documents, apparemment, ont été détruits, en tout cas ont été volés. Il y a Parce des que témoignages. Le fils Kadhafi lui a survécu, donc il aurait pu aussi sortir des éléments. Tout à fait. Il est détenu toujours. Il a été plus ou moins. Il est dans un statut un peu de détenu libre en Libye actuellement, mais bon, voilà. On est quand même sur une situation de guerre confuse où les décisions de l'État ne sont plus tellement simples au moment où se terminent les choses. Mais par contre, l'enquête, contrairement à ce que dit M. Sarkozy, l'enquête s'ouvre. On aurait pu, c'est vrai, nous on se demandait en 2011, mais pourquoi est-ce qu'aucune structure étatique française
n'a pas relevé le gant et posé, ou politique, ou pourquoi les milieux politiques ne se sont pas interrogés sur les déclarations de Kadhafi à ce moment. Donc, malgré tout, on peut dire que 7 ans plus tard, il y a non seulement, contrairement à ce qu'il dit, des documents qui attestent des versements, parce que notamment le carnet manuscrit de l'ancien Premier ministre Chokri Ghanem, qui a été retrouvé mort en 2012, mais qui atteste, qui a été expertisé et qui atteste qu'en 2007, lui dressait la liste de versements opérés par plusieurs dignitaires pour 6 millions d'euros. Alors Saïf al-Islam, Abdallah Senoussi, Bachir Saleh, enfin des dignitaires. Donc là, c'est un document quand même probant qui a été écrit au moment de la lune de miel. Donc on ne peut pas dire qu'à l'époque, l'ancien Premier ministre était été influencé par un quelconque différend. Et puis il y a après toutes ces dépositions des dirigeants qui ont été recueillis récemment. J'ajoute quand même, il faut quand même le savoir, qu'aujourd'hui, compte tenu de l'entraide judiciaire accordée par la Libye est désormais plaignante dans le dossier et que M. Sarkozy est mis en examen pour détournement de fonds publics libyens aussi. Bon, pour financement illicite de campagne, mais pour détournement de fonds publics libyens. C'est-à-dire que la Libye est reconnue aujourd'hui comme victime des agissements de l'équipe de M. Sarkozy. Karl Lasquet, Fabrice Arfi, avec les compliments du guide, Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète chez Fayard. C'est évidemment un travail d'investigation de 6 ans, très, très documenté, beaucoup plus complet encore que ce qu'on a pu évoquer ce soir ensemble. Raymond Avrier, un mot sur ce travail d'investigation, de patience. 6 ans de travaux pour arriver à cela. Mediapart a sorti le premier document en 2011, on est aujourd'hui en 2018. On peut se dire tout ce temps juste pour ça. C'est un travail d'enquête qui est réalisé de manière sérieuse, tenace, un septennat d'enquête. Les enquêtes, dans ces domaines de systèmes corruptifs, elles portent sur des dossiers complexes, cachés. Le principe même de la corruption, c'est que le corrupteur et le corrompu passe un pacte secret, caché. Donc ça ne doit pas se voir. Et les deux seuls qui le connaissent, c'est eux deux. Alors, donc ça demande... On emploie le terme d'investigation alors que ça demande simplement un travail d'enquête qui suppose d'être libre, de prendre le temps et de ne pas simplement faire un tweet ou reprendre une dépêche d'agence. Voilà, l'investigation, c'est du temps, enfin l'enquête, c'est du temps, vous le dites, mais enfin quand même, quels sont les freins qui font avancer les choses aussi lentement ? Alors, je crois de l'expérience qui est tirée de véritables journalistes comme Karl Lasquet, Fabrice Arfi et d'autres, ou de l'action citoyenne ou d'acteurs publics sur des affaires publiques, les leçons qui sont tirées, c'est que c'est la passivité qui est source de corruption. Car comme on le voit, ce travail qu'ont réalisé Karl Lasquet, Fabrice Arfi et les équipes de Mediapart, elle suppose du travail qui est autre chose que simplement de reprendre ce qui est dit par ailleurs. Elle suppose donc une indépendance économique des grands acteurs, politique des grandes institutions, et en même temps un travail d'accès aux informations qui suppose de faire le travail d'instruction contradictoire qui est le propre normalement de ce qui devrait être le rôle des juges. Karl Lasquet a dit tout à l'heure une phrase importante que je n'avais pas entendue jusqu'à présent, qui est « Pourquoi personne ne s'est saisi des déclarations en 2011 ?» Il y a un septennat. Pourquoi, à votre avis 10 ans de la part de personnes qui supposaient ce qui supposait d'instruire, de contredire, de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il disait. Alors, on a couvert, on n'a pas voulu voir Eh bien, la passivité est source de corruption à chacun des échelons de notre société, qui est encore, pour quelque temps, une république et une démocratie, qui suppose que les affaires publiques sont publiques. Elle suppose qu'interviennent au premier chef
les institutions que nous nous sommes données, nos représentants, dans une séparation des pouvoirs, en principe, entre l'exécutif, le délibératif et le judiciaire. Et si ce n'est pas le cas, vous dites, c'est à chaque citoyen de s'emparer de ce droit d'enquête. Alors, vous, c'est ce que vous avez fait. Sur un dossier comme ce type de dossier international avec des enjeux financiers considérables, c'est pas par hasard qu'il faut un parquet national financier qui est au-dessus encore des parquets locaux pour l'instruire et des journalistes nationaux qui mènent le travail. Encore que, excusez-moi Raymond Henriet, vous dites, Karl Lasquet, vous, sur cette affaire Kadhafi, il n'y avait même pas un juge à temps plein pour travailler dessus. Hein. Oui, bon, maintenant ça s'est étoffé. Hein. Ils sont trois magistrats, mais c'est vrai 7 que ans après. Oui, mais c'est vrai que les moyens policiers, par exemple, sont très dérisoires encore aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a 1 ou 2 policiers sur le dossier. Enfin, on imagine, je dirais, des moyens autres, surtout pour des affaires d'État. Raymond Henriet, vous avez, vous, en tant que citoyen engagé et militant, on peut le dire, travaillé sur plusieurs dossiers. Finalement, on a évoqué l'affaire Dauphiné News et le système de corruption autour d'Alain Carignon dans les années 90. Plus récemment, vous avez vous avez enquêté sur les fameux sondages de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée. Et on voit bien dans ce parcours-là que c'est un parcours d'obstacles, finalement, pour réussir à obtenir les éléments. Oui. À chaque fois, c'est un septennat, à chaque fois, d'action, ne serait-ce que pour accéder aux informations, qui est la première tâche. Le droit de savoir, le fait que les affaires publiques doivent être publiques, n'ont rien à voir avec la violation de la vie privée ou une pseudo-transparence. C'est plutôt la clarté des décisions, la clarté du maniement de l'argent public. Ils sont prévus, ces principes, dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui est si vieille, 1789, qu'on a tendance à les oublier. Hein. Ce sont les articles 13, 14, 15 et même 16 de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit en gros que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes et par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Bon, ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, vous le savez très bien... Dans la pratique, les obstacles sont posés par chacun des échelons de ce qui devrait être public. À commencer par la tête, c'est-à-dire l'exécutif, je dirais l'administration exécutive au sens large, c'est elle qui est procédurière. Pour demander les sondages de l'Élysée, 2008, il y a un rapport de Philippe Séguin, Cour des comptes, qui, à travers une phrase très diplomatique, révèle qu'il n'y a pas eu de marché vraiment passé pour les sondages décidés par Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson. Ça pose quelques problèmes en matière de comptabilité publique. Personne ne s'en saisit. Et vous, quand vous vous y intéressez, vous vous rendez compte que 10 ans après, c'est difficile d'avoir les informations et voir aboutir cette affaire. Je m'attends à ce qu'il y ait des journalistes, des élus, des membres de l'Assemblée nationale, d'autres qui se saisissent du dossier. J'attends, je prends contact, oh non, etc. Dans la nuit du 4 août 2008, volontairement, la nuit du 4 août, je saisis la présidence de la République pour obtenir copie de ces marchés en listant l'ensemble des documents qui sont des documents normalement publics, accessibles à tout citoyen suivant les principes qui sont indiqués, et obligé de saisir ensuite la commission d'accès aux documents administratifs pour un avis qui est obligatoirement préalable, puis etc. Puis le tribunal administratif de Paris. Il faudra attendre 2012, donc 2008-2012, pour obtenir ces marchés publics. Alors on les obtient, c'est un peu une situation étrangement parallèle avec la conjoncture des événements qu'ont subi les collègues de Mediapart. C'est qu'intervient ce jugement du tribunal administratif de Paris qui ordonne à la présidence de la République de me communiquer l'ensemble des marchés des sondages passés par l'Élysée de 2007 à 2008, puisque je les avais demandés et que la procédure avait été engagée à ce moment-là. Mais ça intervient en 2012, on est en pleine période électorale. Donc certains vont dire, opportunistes,
De la même manière qu'en 2011, quand interviennent les premières révélations pour Mediapart sur les affaires Sarkozy, ça intervient dans une période qui va être une période électorale, les élections présidentielles de 2012. On dit opportuniste, c'est encore une conjoncture. On voit bien que cette durée fragilise la qualité des révélations et leur indépendance parce que l'administration reste bloc. Et il n'y a pas que l'administration, la justice administrative, comptable, financière, pénale, bloque les dossiers. Vous amenez ma dernière question. Vous avez évoqué le terme d'opportuniste. Alors effectivement, les journalistes d'investigation, est-ce qu'ils sont totalement indépendants? Est-ce qu'ils ne peuvent pas être guidés par des arrière-pensées militantes? Les citoyens, Raymond Avrier, le citoyen que vous êtes, est-ce qu'il ne peut pas être guidé par un opportunisme politique? Cette question, elle se pose, vous le savez. Nous, en tout cas, je crois que Mediapart a fait la preuve de sa capacité à enquêter surtout dans tous les champs politiques, puisque je vous rappellerai que Mediapart a révélé l'affaire Cahuzac, ça a été un bras de fer considérable. Là encore, c'est intéressant parce que la question du secret est intéressante, parce que le secret a pesé pendant plusieurs mois sur cette affaire, et le mensonge de Cahuzac on est ressorti encore plus gros. Mais c'est vrai que l'appareil d'État avait fait corps quand même et politique avait fait corps quand même autour de Cahuzac pendant toute cette période. Donc nous, on n'a pas d'agenda politique. On s'intéresse autant. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est les systèmes. Regardez par exemple dans l'affaire. Dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, il y a évidemment un homme, une équipe, mais ils ont déjà, on faisait le compte, il y a eu 11 procédures qui ont concerné M. Sarkozy et son équipe, en gros, en incluant les sondages du Élysée. Mais par exemple, sur cette affaire révèle des mécanismes. Et les mécanismes, en l'occurrence, qu'il nous révèle, c'est l'intervention d'intermédiaires, des hommes que ni vous ni moi ne connaissons a priori, qui se sont introduits dans l'entourage politique, mais à un très haut niveau, puisqu'il y a un des deux intermédiaires qui est actuellement sous contrôle judiciaire à Londres, qui s'appelle Alexandre Djouri, qui avait ses entrées à l'Élysée, qui tutoyait le président. Donc on a comme ça, alors que l'État avait prévu des dispositifs de protection pour que les intermédiaires n'entrent pas en matière de marché d'armement, ne soient pas en capacité d'entrer en contact avec des hauts fonctionnaires. Il y a une porosité qui s'est installée et là, on a un système réellement incroyable qui mériterait d'être décrypté, y compris par l'autorité politique ou par des parlementaires pour faire avancer la protection de l'État dans les affaires de corruption internationale. Raymond Avrier, je reviens sur ma question et on parlait de système à l'instant. Quand vous avez écrit le système Carignon dans les années 90, il n'y avait pas d'opportunisme politique. Derrière, ça vous a conduit au pouvoir aux côtés de Michel Destaux, finalement, quelques années plus tard. Le fait que ça conduise au pouvoir n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal était de se saisir, hélas, trop seul en France, de l'accaparement à des fins de profit d'un service public essentiel qui est celui de l'eau par la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux. Et en l'occurrence, en ayant été les seuls, au bout de 7 ans encore d'enquête, à révéler que c'était à l'issue d'une corruption que cette privatisation, cette délégation au privé était intervenue en 1989 en échange d'un appartement et pas simplement de voyages divers. Et vous dites d'ailleurs à l'époque, ce système, il était en vigueur bien ailleurs. Exactement. Et le maire de l'époque corrompu a raison de dire pourquoi moi et pourquoi pas à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. Je pourrais citer des vingtaines de villes, Montpellier, dans lesquels on est allé faire des réunions publiques, travailler avec des comités Là, ça n'a pas pris. Et dans lesquels il a fallu des années. En Martinique, en ce moment, invraisemblable ce qui s'y passe. Il faut ajouter que le travail de Raymond Avrier s'est étendu à bien d'autres affaires, et notamment la dernière, l'affaire des concessions autoroutières qui, là, je dirais, met au premier plan l'actuel président de la République.
Eh ben, mais messieurs, pour revenir juste un instant à votre question d'opportunisme, non, ce sont les actes qui priment sur les incantations. Et nous nous sommes opposés à des décisions, y compris pour faire valoir en droit nos droits, que ce soit celle du maire de Grenoble qui voulait continuer malgré tout avec la Lyonnaise des Eaux, il a fallu faire des recours, celle du président de la communauté d'agglomération, aujourd'hui premier président de la Cour des comptes, qui votait un budget en 2006 qui était irrégulier, celle du Front National, celle de M. Millon quand on était conseillers régionaux. Donc l'opportunisme, non, je crois qu'il faut être attentif, quel que soit l'exécutif, à mettre en œuvre les contre-pouvoirs, le droit de savoir, l'accès aux informations, le vote en connaissance de cause. Et les biens communs ne doivent pas être des marchandises, c'est vous qui le dites. Merci en tout cas pour votre présence sur ce plateau aujourd'hui, Raymond Havrier et Karl Lasquet. Merci d'avoir été les invités du Récap Info. On va poursuivre cette discussion très intéressante dans le bonus, le supplément. Rendez-vous sur Internet et la semaine prochaine avec de nouveaux invités.